Honorable assistance, permettez-moi de vous présenter aujourd'hui la démarche diagnostique devant une polyarthrite débutante. Donc la polyarthrite, c'est une situation fréquente. Le médecin généraliste est confronté devant ce cas de figure parce que c'est le premier maillon de la chaîne du système de soins. C'est le pilier du système de soins, donc il reçoit le malade en première intention. Le problème pour les polyarthrites, c'est qu'il faut trouver la cause à tout prix, parce que le traitement dépend de la cause. On va essayer donc de proposer une démarche diagnostique rigoureuse pour essayer de faire un diagnostic précis et traiter surtout certaines maladies à temps. Donc, par définition, une polyarthrite, c'est une polyarthrite qui touche au moins 4 articulations. C'est à différencier de l'oligoarthrite qui touche 2 à 3 articulations et la monoarthrite qui touche une seule articulation. La démarche diagnostique commence toujours par un interrogatoire qui doit être rigoureux et minutieux. Un examen clinique centré d'abord sur l'appareil locomoteur, mais il doit être le plus complet possible parce qu'il y a beaucoup de signes extra-articulaires qui peuvent orienter le diagnostic étiologique. Et on demandera un certain nombre d'examens complémentaires. Donc il y aura des examens complémentaires de première intention et un bilan de deuxième intention en l'absence d'étiologie. Parce que si on demande tous les examens, on aura beaucoup d'examens, c'est pas possible de lancer tout en même temps. La démarche diagnostique aussi repose également sur la notion de l'élimination de certaines urgences. On va parler d'urgences articulaires qu'il faudra éliminer à tout prix avant de passer à l'enquête étiologique proprement dite. Et le deuxième temps, ça va être l'enquête étiologique, trouver un cadre nosologique à cette polyarthrite. Le diagnostic à ne pas rater en matière de polyarthrite, c'est la polyarthrite rhumatoïde, la PR, qui est la plus fréquente des rhumatismes inflammatoires. La démarche diagnostique commence par l'interrogatoire, bien sûr les antécédents, la survenue, donc comment ça s'est survenu, les circonstances, les signes généraux, le mode d'installation, les articulations concernées, l'éventuelle participation du rachis et les modalités évolutives. On attachera une attention particulière aux signes accompagnateurs extra-articulaires. Donc, il faut déjà connaître une polyarthrite. Une polyarthrite, donc, ça a un caractère inflammatoire. Donc, toujours l'interrogatoire va chercher le caractère avec l'horaire inflammatoire. Généralement, c'est la nuit et le petit matin où le taux du cortisol est le plus bas. C'est des douleurs qui sont plus ou moins permanentes et le repos ne les calme pas, avec des réveils nocturnes fréquents et la notion de dérouillage matinal qui est un blocage, une raideur de l'articulation. L'examen clinique va caractériser la polyarthrite, donc on sépare l'atteinte axiale qui concerne surtout le rachis et le bassin et l'atteinte périphérique qui concerne le reste des articulations. L'examen clinique va rechercher d'éventuels gonflement ou synovite et la mobilité articulaire, les articulations, est-ce qu'elles sont bloquées, est-ce qu'elles gardent leur mobilité normale et surtout les signes extra-articulaires. Donc l'examen doit être le plus complet possible. Le caractère inflammatoire, c'est surtout ces deux questions-là, réveil nocturne et dérouillage matinal au moins 30 minutes. Il est significatif après 30 minutes au moins. On sépare aussi les arthralgies des arthrites. Donc les arthralgies, vous n'allez rien trouver à l'examen clinique, mais ça a les caractères de la douleur inflammatoire. Donc ça sera considéré, l'enquête étiologique sera la même. Voici un exemple de synovite. Donc regardez ici, c'est gonflé. Et là également.
La caractérisation de la polyarthrite, c'est la synthèse. Donc, il faudra séparer aigu ou subaigu. Est-ce qu'elle est symétrique ou asymétrique? Est-ce qu'elle est fixe ou mobile? Il y a certains polyarthrites qui sont mobiles, comme le rhumatisme articulaire aigu et la maladie de Lyme. Les polyarthrites changent de siège. L'atteinte, est-ce qu'elle est axiale, surtout au niveau du bassin et du rachis? Ça oriente vers les spondylarthropathies surtout. Et est-ce qu'elle concerne les petites articulations? C'est l'apanage de la polyarthrite rhumatoïde. Le concept d'urgence articulaire, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a certaines situations, il faut faire un diagnostic rapide parce que il y a un pronostic soit fonctionnel, soit vital qui est mis en jeu. Donc vous avez 4 entités. La première, c'est l'arthrite septique. La deuxième, c'est l'endocardite bactérienne. La troisième, c'est la pseudopolyarthrite rhizomyélique associée à la maladie de Horton. Pas seule. Et la maladie systémique. Les maladies systémiques, mode d'entrée dans une maladie systémique. L'arthrite septique, généralement, elle est monoarticulaire, mais chez le sujet âgé, elle peut être oligo-articulaire. Le risque, c'est une destruction articulaire en cas de mauvaise prise en charge. Donc, toute monoarthrite doit être ponctionnée, hospitalisée. Le liquide doit être analysé pour orienter l'antibiothérapie en intraveineux. L'endocardite infectieuse, c'est surtout quand il y a un souffle et quand il y a une fièvre au premier plan. Ne pas hésiter à demander des hémocultures et une échographie cardiaque transthoracique, voire même transœsophagienne. La PPR, donc, c'est une douleur qui touche surtout les épaules et les ceintures. Elle pose pas de problème, mais le problème qu'elle est associée dans 50% des cas à la maladie de Horton. La maladie de Horton, c'est une vascularite des gros vaisseaux et qui touche généralement la carotide externe, avec un risque d'atteinte de l'artère ophtalmique et un risque de cécité. Donc le diagnostic doit être urgent parce qu'il y a un risque de cécité, c'est le drame de cette PPR. Il faut faire une biopsie de l'artère temporale et une corticothérapie en urgence. Les maladies systémiques, généralement, l'atteinte articulaire, elle est au deuxième plan. Vous avez des signes divers avec une atteinte rénale, une atteinte cardiaque, neurologique. Là, si vous suspectez un mode d'entrée dans une maladie systémique, ne pas hésiter à envoyer le malade dans un service spécialisé pour enquête étiologique et traitement. La préoccupation majeure, même après avoir éliminé ces urgences, il reste une 5e urgence. C'est quoi cette 5e urgence? C'est tout simplement la polyarthrite rhumatoïde. De nos jours, elle est considérée dans les pays développés comme une urgence médicale. Parce qu'il y a un risque de destruction rapide en l'absence de prise en charge. Et les recherches, donc, ont amélioré le pronostic de cette maladie parce que le fait de mettre le patient sous traitement précocement avec un diagnostic précoce améliore le pronostic. Donc cette image, on ne doit plus la voir de nos jours. Et pour ça, donc en 2010, les Américains et les Européens donc, ont élaboré des critères de classification de l'APR. Généralement, l'APR, c'est les petites articulations, donc c'est surtout les poignets, les métacarpophalangiennes et les IPP. Donc, dans la sommation, donc vous avez surtout les grosses articulations qui ont la plus grande cotation. Il y a aussi l'avènement des anticorps anti-CCP. Donc, avant, on demandait le facteur rhumatoïde. Actuellement, les anti-CCP, donc c'est un examen très fiable, très sensible, donc sensible et spécifique, donc qui permet de poser un diagnostic précoce parce que leur positivation est précoce. Donc au-delà d'un score supérieur à 6, on peut poser le diagnostic. Les étiologies, donc regardez, c'est un tableau, il y en a plein, donc des dizaines de causes. On ne peut pas aborder toutes les causes des polyarthrites, mais il faut surtout rechercher les plus fréquentes. Les plus fréquentes, c'est bien sûr la polyarthrite rhumatoïde, le syndrome de Sjögren, associé au syndrome sec, le lupus systémique et les spondylarthropathies, sans oublier la goutte et la chondrocalcinose. Il y a certains auteurs qui ont
donc divisés en certains groupes étiologiques. Donc il y a les infections, généralement virales, les arthrites septiques, les inflammations, c'est le rhumatisme inflammatoire, connectivite, vascularite, et les arthrites microcristallines, comme la goutte et la chondrocarcinose. Parfois, la polyarthrite peut être paranéoplasique, surtout quand il y a une altération sévère de l'état général et une non-réponse au traitement. Les signes extra-articulaires, c'est pas possible de les aborder tous ce jour, mais le moindre signe extra-articulaire mérite d'être analysé parce qu'il peut orienter le diagnostic. Par exemple, le rash malaire, ça oriente vers un lupus systémique. La présence d'un phénomène de Raynaud, c'est une sclérodermie jusqu'à preuve du contraire. L'érythème noueux, c'est l'apanage de la sarcoïdose. Un érythème migrant, c'est la maladie de Lyme, etc. Il y a aussi des signes ophtalmologiques, surtout la classique uvéite observée dans les spondylarthropathies. Vous avez aussi la sclérite dans la polyarthrite rhumatoïde. Les atteintes sont nombreuses. Les atteintes digestives, par exemple une diarrhée aiguë dans les arthrites réactionnelles, la maladie de Crohn qui peut donner des polyarthrites comme signe extradigestif. Une atteinte hépatique, surtout l'hépatite C. L'hépatite C, donc c'est une cause fréquente dans certains pays qui s'associe à une cryoglobulinémie et un tableau de polyarthrite avec atteinte systémique. Les signes cardiovasculaires, vous avez le RAA avec les valvulopathies, les signes cardiaques. Vous avez des atteintes pulmonaires dues à certaines connectivites, les aftes pour la maladie de Behçet. Donc les signes extra-articulaires permettent une orientation quand même rapide pour le clinicien. Donc on va donner certains exemples. Ça c'est le rash malaire typique de lupus associé à une atteinte des mains. Ça c'est un rhumatisme psoriasique. Donc polyarthrite plus psoriasis égale rhumatisme psoriasique avec une déformation, une atteinte asymétrique, une atteinte de prédilection pour les angles. Ça, c'est une polyarthrite rhumatoïde à un stade avancé avec des nodules rhumatoïdes. Mais ça s'observe à un stade tardif. Le phénomène de Raynaud avec une sclérodactylie. Sclérodactylie, c'est un épaississement de la peau qu'on n'arrive plus à pincer pour la sclérodermie. Dès que vous voyez ça, il faut penser à une sclérodermie. Ça, c'est la dermatopolymyosite avec un érythème violacé qui touche les paupières, appelé érythème héliotrope, une atteinte qui touche donc les surfaces articulaires, appelée papule de Gautran. Ça, c'est le purpura qui oriente vers des vascularites surtout. Ça, c'est un livédo qui est une vasodilatation vénulaire superficielle, très fréquent dans la panartérite noueuse vascularite. Les aftes, donc bipolaires, aphthose bipolaire égale maladie de Behçet jusqu'à preuve du contraire. Et ça, c'est les tophies goutteux. Donc c'est la goutte. La goutte, ça donne des déformations articulaires, des synovites et des nodules sous-cutanés. Ici, c'est une amylose, donc une amylose qui peut donner un purpura au niveau des paupières. Ça, c'est un érythème noueux. Dès que vous voyez un érythème noueux avec polyarthrite, pensez à une sarcoïdose et surtout au syndrome de Löfgren qui signe une forme aiguë. Les examens complémentaires, donc on a dit qu'il faut demander des examens de première intention. Le reste, ça va être dicté par l'orientation étiologique. On demande le bilan inflammatoire, VSCRP, EPP, une FNS, l'uricémie pour éliminer une goutte, la calcémie, la phosphorémie, le bilan martial pour éliminer une hémochromatose qui peut donner des signes articulaires, un bilan hépatique pour ne pas passer à côté d'une hépatite C surtout, le bilan rénal, surtout avec la bandelette urinaire, une protéinurie, signe peut-être une atteinte glomérulaire. Vous avez le reste, donc surtout le reste, ça sera un bilan spécialisé. Donc j'insisterai, surtout pour les médecins généralistes, sur
le facteur rhumatoïde, les anti-CCP et les facteurs antinucléaires. Donc les anti-CCP ont remplacé le facteur rhumatoïde en quelque sorte. On a dit qu'ils se positivent précocement avec une bonne sensibilité, une bonne spécificité. Le facteur rhumatoïde prend du temps pour se positiver. Et pour suspicion de connectivité, on demande les anticorps antinucléaires, les FAN. Donc c'est un test de dépistage et s'il est positif, ensuite il y aura d'autres tests complémentaires orientant vers certains connectivites. La ponction articulaire, théoriquement il faut ponctionner tout épanchement articulaire. Pour prouver le caractère inflammatoire, il suffit de trouver plus de 2000 leucocytes par millilitre. C'est surtout important quand on suspecte une arthrite microcristalline comme la goutte et une arthrite septique. Sa place, elle est majeure. Les autres examens d'imagerie, il faut toujours commencer par les radiographies standards. C'est l'imagerie de base. Il faut la centrer sur les articulations douloureuses. N'oubliez pas le téléthorax, parce qu'il peut montrer des signes extra-articulaires, notamment pulmonaires, complétés parfois par un rachis. La place de la scintigraphie, donc elle est de moins en moins utilisée. La TDM, c'est au cas par cas. Actuellement, on utilise beaucoup l'échographie articulaire. C'est pour détecter les synovites et les épanchements articulaires intracliniques, surtout pour les PR débutantes où il n'y a pas les gonflements qu'on a vus tout à l'heure, parce qu'il permet avec le Doppler de évaluer l'atteinte synoviale. L'IRM très utile, surtout pour les cas débutants de spondylarthropathie et de PR. Donc c'est des examens qui coûtent un peu cher et sont réservés aux spécialistes. Pour le bilan de deuxième intention, il sera bien sûr réservé au cas par cas selon l'orientation clinique. En conclusion, donc devant une polyarthrite, il convient toujours d'éliminer une urgence articulaire. La polyarthrite rhumatoïde est aussi une urgence articulaire. Il faudra faire un diagnostic précoce avec une mise rapide d'un traitement de fond. Les signes extra-articulaires ont une grande valeur d'orientation étiologique. Et pour chaque polyarthrite, il faut un diagnostic étiologique parce que le traitement dépend de cadres nosologiques. Et je vous remercie.